Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information. Dans quelques jours, le savoir-faire et l'ingéniosité des artisans maliens dévoilés au monde à la faveur de la 5e édition du SIAMA, le Salon international de l'artisanat du Mali. Pour que le Made in Mali brille, le ministre en charge de l'artisanat s'est rendu chez quelques artisans. À Poulicouro, on réfléchit à comment intégrer la politique nationale du genre dans tous les ministères et dans les institutions de la République. Objectif que le Mali soit un pionnier dans le monde dans l'égalité homme-femme. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, le cobalt, ce métal précieux, tue toujours malgré les garde-fous de l'État. Plus de 30 personnes ont perdu la vie après un effondrement dans une mine de cobalt. Pour la première fois depuis 7 ans, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est en visite aux États-Unis pour 3 jours. À la République centrafricaine, les candidatures de 2 anciens premiers ministres validées pour la présidentielle du 28 décembre prochain. Pendant ce temps, au Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans. En sport, football, l'armoire à trophées du stade malien de Bamako se garnit davantage avec une nouvelle Supercoupe remportée hier 1-0 au détriment de son grand rival, le Djoliba. Barrage Coupe du Monde Zone Afrique, la RD Congo sera le représentant de l'Afrique au barrage intercontinental et puis à la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. Le Mali jouera sa place en quart de finale contre les Lionceaux du Maroc, la revanche de la finale de la CAN des moins de 17 ans perdue par le Mali. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 17 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce dimanche 16 novembre 2025, aux environs de 12 heures, la filature d'un véhicule transportant des combattants armés d'un groupe terroriste a conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes à 20 km à l'ouest de Djinni. Bientôt, le Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, et ce sera au parc des expositions de Bamako du 27 au 7 décembre prochain. Cette 5e édition est placée sous le signe artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Déjà, les préparatifs vont bon train. C'est pourquoi le ministre en charge de la culture, Mamoun Dafé, s'est rendu chez quelques artisans. Il était accompagné par notre reporter Moussa Kamara. La visite a démarré dans une entreprise artisanale moderne à Daoudabougou où l'on retrouve toute la chaîne de production des meubles. Ici, le bois reste la matière de prédilection et les savoir-faire maliens s'expriment avec finesse. Aruna Fofana, promoteur de l'ébénisterie moderne, Le Destin. Je ne savais pas qu'il y en a ça aussi au Mali. Il a vu, on est très fiers de ça, qu'il est venu. Nous, on fait les meubles des bureaux, les meubles des bureaux et le mobilier des maisons, tous les meubles dans la préparation du SIAMA 2025. On est en train de continuer les travaux de SIAMA. Le ministre Mamoun Dafé s'est ensuite rendu dans une entreprise émergente spécialisée dans la menuiserie métallique. À Lafiabougou Koda, le fer y occupe une place centrale. Les artisans y conçoivent du matériel indispensable, notamment pour les hôpitaux. Karim Traoré, menuisier métallique. Nous confectionnons des lits d'hôpitaux, des tables d'opération, des tables d'accouchement. J'ai été formé ici même au Mali. À Wolofobougou Bolibana, le ministre a visité un autre atelier où s'est distingué un artisan malien, Youssouf Silla. Il a conçu un hélicoptère entièrement en fer. C'est un projet vieux de 10 ans. Si j'obtiens les moyens nécessaires, je peux en fabriquer un en 3 mois. La tournée s'est achevée au marché d'Ossolo Traoré de Médina Croix. Sekou Samasekou, président des forgerons de l'association Fantogo. Nous sommes 350 ouvriers confirmés à travailler ici. Notre installation a été facilitée par le président ATT. Nous sollicitons aujourd'hui l'accompagnement des autorités car nous manquons d'eau et d'électricité. Cette visite du ministre en charge de l'artisanat intervient à quelques jours de l'ouverture de la 5e édition du SIAMA 2025. Mamadou Menkoro Traoré, commissaire général du SIAMA 2025. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Une dizaine de pays ont confirmé déjà leur
présence. Donc il restait aux artisans maliens de se mobiliser, montrer ce que nous savions faire avec des produits de qualité, avec la créativité. Le ministre Mahmoud Daffé s'est dit impressionné par la diversité et la qualité des œuvres. L'édition 2025 du SIAMA, portée par l'année de la culture décrétée par le président de la transition, s'annonce ainsi exceptionnelle. L'artisanat est la base de l'industrie. C'est la semi-industrie et c'est ceux qui se battent tous les jours. Ça commence depuis le jeune qui fait le cirage aux mécaniciens. Et donc nous allons visiter, discuter, les expliquer un peu l'enjeu de ce salon cette année, qui se veut un espace d'innovation et de créativité, de partage entre les artisans du Mali, de l'AES. Le Salon international de l'artisanat du Mali ouvrira officiellement sa 5e édition le 27 novembre 2025 à Bamako, avec l'ambition de magnifier plus que jamais la créativité et le génie des artisans maliens. Notez le rendez-vous sur vos agendas. Le Salon international de l'artisanat du Mali, c'est bien sûr le 27 novembre prochain au parc des expositions de Bamako. D'ici là, comment protéger la santé des jeunes et des adolescents dans un pays en crise? La question au cœur du Forum national sur la santé des jeunes et adolescents, une initiative portée par l'AJCAD à travers le projet Alliance Transformatrice. Objectif, trouver des stratégies concrètes pour préserver la santé et le bien-être des jeunes maliens, souvent en première ligne face aux conséquences de la crise. Compte rendu, Souma Ouaïdara. La santé des jeunes et adolescents est une priorité face à l'insécurité et aux urgences humanitaires. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD appelle à l'action collective. À travers le projet Alliance Transformatrice, elle a initié un forum national sur la santé des jeunes et adolescents, une rencontre qui réunit acteurs institutionnels, experts et jeunes venus de divers horizons. Assitan Luntandi Keita, représentante de la directrice de l'AJCAD. Ce forum poursuit un objectif global qui est de contribuer à la promotion de la santé des adolescents et des jeunes au Mali dans un contexte sécuritaire et humanitaire. Des objectifs spécifiques, c'est d'offrir un cadre national de dialogue et d'échange sur la santé des adolescents et des jeunes, identifier et analyser les défis auxquels font face les adolescents et les jeunes en matière de santé dans un contexte actuel, encourager les décideurs à prioriser la santé des adolescents et des jeunes à travers l'adoption du manifeste Appel à la jeunesse que nous-mêmes, jeunesse, nous allons élaborer et valider ensemble. Le directeur général de l'ONASR a souligné l'importance d'un engagement collectif pour protéger la jeunesse malienne, particulièrement celle touchée par les effets multiples de la crise. Dr Ben Moulay Idriss Haïdara, directeur général de l'ONASR. Le ministère de la Santé, à travers l'ONASR, a déjà élaboré un plan multisectoriel 2025-2029. Ce plan multisectoriel santé des adolescents et des jeunes, c'est un plan qui prend en charge pratiquement tout ce dont les jeunes ont besoin pour vraiment faire évoluer leur santé. Et seulement 37% des jeunes ont des connaissances presque complètes en matière de santé des ados et des jeunes. Sur ces 37, seulement 17 partent vers les structures de santé. Donc, c'est des indicateurs qu'il faut améliorer. Véritable cadre de concertation pour l'avenir de la jeunesse, le forum a permis d'échanger sur les défis sanitaires auxquels sont confrontés les adolescents et jeunes dans les zones fragilisées. Les discussions portaient sur la nécessité de maintenir un accès continu aux services de santé essentiels, même en période d'instabilité, et de renforcer la communication adaptée aux réalités du terrain. Aux réalités du terrain dans le Gourma, c'est le projet pour la protection des éléphants du Gourma qui tire vers sa fin. Les représentants des 10 communes des régions de Douanzan, Tombouctou, Mopti, Bandiangara et Gao ont participé à la 6e et dernière session du comité national de pilotage du projet. Les échanges ont porté sur les acquis, les difficultés rencontrées et les propositions concrètes pour la pérennisation du projet. Fademba Keita. En 2018, le nombre d'éléphants du Gourma est passé de 215 à 473 en 2025. La lutte contre le braconnage, la criminalité faunique, le commerce illégal des espèces sauvages a permis au projet Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants de relever beaucoup de défis. Ablaye Garba Maïga, président du conseil régional de Mopti. Nous avons remarqué des évolutions notables parce que
Au début de ce projet, avec le comptage, le nombre de sujets d'éléphants vivant dans le Gourma compté était vraiment réduit et inquiétant. Mais à cette 6e année du projet, on est à peu près autour de 500 sujets, ce qui est vraiment encourageant. Tout le projet concourt à restaurer la biodiversité du Gourma de manière à ce que les éléphants puissent se mouvoir dans un espace sécurisé et dénué de tout conflit. Inspecteur général Amadou Diallo, directeur général des eaux et forêts. Pour ces résultats encourageants, le projet est considéré à juste titre comme une priorité du ministère de l'Environnement, de la section de développement durable. Nous sollicitons du PNUD une assistance pour la recherche et le financement pour les secondes phases du projet. La 6e et dernière session du comité de pilotage fait donc le point de l'état d'avancement global du dit projet. Dr Oumar Tamboura, représentant du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. La pérennité de la prise en charge de la brigade anti-braconnage se pose encore. Et je voudrais profiter de ce comité de pilotage pour renouveler encore le plaidoyer en faveur de l'augmentation de l'effectif de cette brigade et de l'allocation dans le budget spécial d'investissement des ressources nécessaires à sa prise en charge durable. Soumana Fofana, conseiller technique représentant le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif du projet est de protéger les éléphants du Mali tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés locales afin de réduire les conflits hommes-éléphants. À ce titre, ce projet constitue une priorité majeure pour le gouvernement de la transition. Approche pragmatique du Fonds pour l'environnement mondial, ce projet prévient l'extinction des espèces menacées connues telles que les éléphants. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Il est 13h12 dans la cité mystérieuse où les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région ont pris part à une session extraordinaire du comité. Cette session a pour offre à l'ordre du jour les perspectives du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali et qui est appelé PAFEM 2. Ces travaux seront couronnés par des recommandations pour une bonne orientation de la prise en compte des préoccupations des éleveurs de Tombouctou. Najim Babasisi. Le programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali, phase 2, est mis en œuvre dans la région de Tombouctou par le Conseil régional avec le soutien de la coopération suisse. Son objectif est de renforcer la productivité, la compétitivité et les revenus des éleveurs tout en améliorant la sécurité alimentaire. À cette session extraordinaire, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de la région de Tombouctou feront le bilan du plan opérationnel 2025 et se pencheront sur les perspectives au titre de 2026. Moussa Khalidi, premier vice-président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. C'est un programme qui, le conseil d'administration pour le comité de pilotage est assuré par le ministre des Affaires étrangères et on s'est dit qu'il est bon, avant de faire toute activité, de se concerter avec les autres partenaires sur le terrain pour pouvoir décliner les différents plans opérationnels pour 2026. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Cette session extraordinaire permettra, j'en suis sûr, aux participants de mieux appréhender le projet d'appui au secteur de l'élevage au Mali, PASEM-2, ici dans la région de Tombouctou, échanger sur les difficultés rencontrées en vue de faire des recommandations pour corriger les imperfections de l'année 2025 et pour que 2026 soit une année charnière d'activité. Nous saluons le PASEM pour plusieurs activités, notamment la réalisation de l'abattoir de la ville de Tombouctou et la voie d'accès à cet abattoir est en cours. Cela bénéficiera également à bien d'autres infrastructures, notamment le monument Flamme de la Paix et la salle Ali Farka Touré. Au terme de la session, les membres vont formuler des recommandations pour une meilleure réorientation des actions. Le PASEM 2 est mis en œuvre dans 3 régions du Mali, à savoir Gao, Mopti et Tombouctou. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandena pour l'ORTM.
Restons sur le fleuve Niger qui va relier Tombouctou de Koulikoro pour parler de la maison de la femme de Megueton qui a abrité les travaux de la session de formation axée sur l'intégration du genre dans les politiques publiques selon les secteurs d'activité. Elle est organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille avec le soutien de l'UEMOA. La présente formation est destinée aux experts en charge des questions du genre, des ministères et des institutions de la République de Koulikoro. Ousmane Kouita pour les détails. La question du genre a toujours été au centre des préoccupations des autorités du Mali. Son intégration dans les politiques publiques demeure limitée dans plusieurs secteurs, d'où la présente session de formation au bénéfice des experts en charge des questions du genre, des ministères et des institutions sur la question. Salifou Tall, secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'intégration du genre dans les politiques publiques est reconnue comme une stratégie essentielle pour atteindre l'équité entre les sexes et renforcer l'efficacité des actions de l'État. Ces acteurs venus des différents départements ministériels et des institutions vont échanger et discuter sur plusieurs questions relatives aux généralités des bases et sur les concepts clés du genre et de l'équité. Ils vont également faire des propositions pour l'atteinte des objectifs. Kanouté Hawa Doumbia, conseillère technique et genre au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette politique, elle est transversale, elle concerne tous les départements ministériels et des points focaux au niveau des institutions. Pour l'intégration du genre, qui a été quand même prôné dans la politique nationale genre comme mode de bonne gouvernance, nous avons l'obligation de renforcer les capacités des acteurs. La session de formation est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille avec le soutien de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Koulikoro Sankoeta, Ramasséré pour l'ORTM. 13h15, actualité hors du pays. Au Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans selon la nouvelle révision constitutionnelle adoptée vendredi dernier à l'Assemblée nationale par 90 voix contre 19. Cette loi numéro 2025 modifie la constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en 2019. En République centrafricaine, la candidature de 7 personnes a été validée pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Parmi les candidats retenus figure le président sortant Faustin Archange Touadéra et 2 anciens premiers ministres. Il s'agit de Henri-Marie Doundra de l'Unité républicaine et Anissé Georges Ndologele, président de l'Union pour le renouveau centrafricain. Cette liste définitive de la présidentielle a été publiée le vendredi dernier par le Conseil constitutionnel. En République démocratique du Congo, une trentaine de personnes au moins sont décédées dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site de cobalt minier de Kalando. Un bilan qui reste encore provisoire à ce stade alors que les recherches pour tenter de retrouver des disparus se poursuivent. Cependant, l'association locale des creuseurs artisanaux avance 49 morts et plusieurs dizaines de disparus. Madagascar, le colonel Michael Randrianirine, président de la refondation de la République, a participé hier pour la première fois depuis sa prise de pouvoir à une émission de télévision. Il a annoncé l'organisation d'une concertation nationale pour la refondation du pays afin d'établir les bases d'un nouveau système de gouvernance. Cette concertation sera pilotée par la Confédération des Églises chrétiennes de Madagascar, mais avant, il est prévu un référendum pour savoir si cela convient aux Malgaches et enfin l'élection du nouveau président de la République. Selon lui, tout va se faire pendant 2 ans. Pour la première fois depuis 7 ans, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, surnommé MBS, se rend aujourd'hui aux États-Unis pour une visite de 3 jours. Il doit rencontrer demain le président américain Donald Trump. Une conférence d'investisseurs sur l'intelligence artificielle et l'économie seront au cœur de leur entretien. Les 2 partenaires avaient déjà signé des accords commerciaux lors de la visite en mai dernier du président américain en Arabie Saoudite. Aux États-Unis, le Pentagone va retirer une partie des troupes de la garde nationale déployée par le président Donald Trump dans les villes de Chicago et de Portland. Une décision qui tombe alors que la bataille juridique autour de ces déploiements se poursuit. En octobre dernier, l'administration Trump avait envoyé des troupes dans ces villes étiquetées démocrates, officiellement en soutien au personnel chargé de l'application des lois sur l'immigration qui étaient confrontés à des manifestations. Et puis en Bangladesh, l'ex-premier ministre Sheikh Hasina a été condamné ce lundi pour la répression des émeutes qui ont causé
la chute de son gouvernement en 2024. Elle a été condamnée à mort et jugée par contumace pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour crimes contre l'humanité, incitation au meurtre. A rappelé qu'elle a occupé le poste de Premier ministre de 1996 à 2001, puis de 2009 à 2024. Le tribunal a également condamné à mort l'ancien ministre de l'Intérieur, Azadouzam Khan Kamal, lui aussi en fuite, l'ex-chef de la police en détention et qui a plaidé coupable, s'est vu lui infliger une peine de 5 ans d'emprisonnement. En sport, la République démocratique du Congo se qualifie pour le barrage intercontinental de qualification pour le Mondial 2026. Elle a battu le Nigeria 4-3 au tir au but, préparatif de la CAN Maroc 2025. Le Mali affronte demain mardi la Jordanie du côté de la Tunisie. La rencontre est prévue à 18h temps universel. Justement, parlant de la CAN Maroc 2025, les pays francophones de l'Afrique subsaharienne pourraient être privés de certains matchs. Sur les 52 affiches, la CAF leur propose seulement 33. Une discrimination que dénoncent les responsables des télévisions publiques et privées dans une lettre adressée à la CAF. Et puis mondial U17 Qatar 2025, le Mali joue demain à 8e de finale contre le Maroc. Le coup d'envoi est prévu pour 15h temps universel. Sur le plan national, le stade malien de Bamako remplit sa vitrine de trophées puisque les Blancs ont battu hier lors de la Supercoupe le Djoliba AC 1-0. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Fotili Tonkara. Le stade malien de Bamako s'est jugé le trophée de l'édition 2025 de la Supercoupe Ben Marsi. En finale disputée hier au stade Mamadou Konaté, les Blancs de Bamako ont dominé les Rouges du Djoliba AC par le score d'1-0. But inscrit dans le temps additionnel de la première période par Zoumana Sempara, un tranche-fige du Djoliba AC auréolé d'un double coupe championnat. Le stade malien de Bamako, qui avait terminé la saison dernière en beauté, démarre en fanfare le nouvel exercice en remportant son 16e trophée en Supercoupe du Mali contre 10 pour le Djoliba AC. Avec cette Supercoupe de football, la nouvelle saison au Mali, statutairement ouverte depuis le 1er septembre dernier, est désormais officiellement lancée. Levée des boucliers des responsables de télévision publique et privée d'Afrique subsaharienne francophone. Ils sont montés au créneau pour dénoncer les conditions d'attribution des droits de diffusion de la CAN 2025 proposées par la CAF, qui leur offre 33 matchs sur les 52 de l'ensemble de la compétition, pourtant offerts aux pays anglophones. Dans une lettre adressée au président de la CAF, les directeurs généraux fustigent cette discrimination dans la répartition des droits jugée injuste. Ils demandent un accès équitable aux 52 matchs de la compétition. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter les explications du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, au micro de Sragatou Cissé. On n'a pas l'intégralité des matchs, les 52 matchs de la compétition. On nous propose 33 matchs, mais pire, c'est que les autres pays anglophones ont l'intégralité des matchs de la compétition. Je ne sais pas trop à combien ils commercialisent à ce niveau-là, mais en plus, il faut reconnaître que c'est avec des coûts assez importants. Rien que pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, le bouquet qu'on avait proposé à nos téléspectateurs, on était aux alentours de 1,5 milliard. Je dis bien 1,5 milliard, financé par l'État. À l'unanimité, on s'est dit, bon, il est bon d'écrire à la CAF pour dénoncer cet état de fait. C'est ce qui nous a conduit justement à cette lettre de dénonciation qui a été adressée à la CAF pour vraiment signifier à la CAF qu'il était important vraiment de jouer à l'équilibre, de faire en sorte que nous soyons vraiment à l'équité par rapport au nombre de matchs, mais surtout voir aussi comment réduire les coûts de la compétition. Nous attendons vraiment la réponse de la CAF et nous espérons que la CAF va vraiment accéder à notre demande. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans le cadre des préparatifs de cette messe du football africain, les Aigles du Mali affrontent demain mardi la Jordanie en amical international en Tunisie. Le coup d'envoi sera donné à 18h temps universel. Dans la même veine, les Aigles U23 du Mali vont se mesurer demain mardi à leurs homologues de l'Indonésie à 13h. Ce sera la deuxième rencontre d'une double confrontation amicale entre les deux équipes. Lors de la première opposition samedi, les Maliens se sont imposés par le score de 3-0. Mondial U17 Qatar 2025, les Mali rencontrent demain mardi le Maroc en 8e de finale. Le coup d'envoi sera donné à 15h45. Retrouvailles pour les deux équipes qui s'étaient déjà croisées en finale de la CAN gagnée par le Maroc au tir au but. Le reste du programme prévoit demain Ouganda, Burkina Faso à 12h30, Italie, Ouzbékistan à 12h30 également, Mexique, Portugal à 13h, Brésil, France à 13h30, Suisse, Irlande à 14h45, Corée du Nord, Japon à 15h45 et Autriche, Angleterre à 15h45.
Barrage de la zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le tournoi a connu son épilogue hier au Maroc avec la victoire de la RDC. En finale jouée hier, la République démocratique du Congo a battu le Nigeria par le score de 4-3 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les scores étaient d'un but partout. Les Léopards décrochent ainsi les tickets africains pour les barrages intercontinental de qualification pour le Mondial 2026. La RDC rejoint la Bolivie pour la Conmebol, la Nouvelle-Calédonie pour l'OFC, l'Irak ou les Émirats Arabes Unis pour la FC et les 2 représentants de la CONCACAF. Les pays qualifiés seront répartis en 2 groupes de 4 équipes et vont s'affronter en mars prochain pour les 2 billets de la phase finale du Mondial 2026. Il est 13h24 à Kona, région de Mopti, même heure à Sikasso, à Mankwani. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Kumba Sissako, Abouakar Nko Divier Fane, mise en ligne Badi Touré, mise en onde Absi Traoré. Dans quelques instants, Fatim Dameli sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.